À toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, qui est proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives et qui va rythmer notre mois de novembre jusqu'à début décembre, tous les mardis de 11h30 à 13h. Donc pour ce premier rendez-vous, aujourd'hui, on se rejoint sur le thème de l'eau. Je vous disais avant, vous êtes plus de 200 inscrits, inscrites, donc bravo et merci pour votre mobilisation. Élus, agents de collectivité, syndicats mixtes d'énergie, maîtres d'œuvre, concepteurs. On est très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et nous vous rappelons que ces webinaires sont enregistrés et seront disponibles également en replay sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je passe la parole à Stéphane Prédebon pour que tu puisses dire quelques mots sur la démarche de la Mmh. région. Bonjour, alors moi je suis Stéphane Fredebon, je suis chef de projet éco-conditionnalité, donc en charge de la mise en place et de l'accompagnement donc de ce nouveau référentiel. Car en effet, aujourd'hui, pour privilégier les projets vertueux, la région a fait le choix de faire évoluer ses conditions d'aide et a mis en place une éco-conditionnalité des aides. Pour vous accompagner dans cette mise en œuvre, la région vous propose un accompagnement en ingénierie, mais aussi des cycles de webinaires. Donc le premier de ceux-ci va nous permettre d'aborder les liens entre, comme l'a dit Hélène, changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, afin qu'on puisse examiner ensemble les enjeux et surtout les solutions. La session d'aujourd'hui est plus spécifiquement ciblée sur le domaine des eaux de pluie. Merci, Stéphane. Ce cycle de webinaire donc, a pour vocation l'acculturation, la montée en compétences des porteurs de projets en région Bourgogne-Franche-Comté, comme tu l'as rappelé, dans le cadre de ce dispositif, autour du référentiel que vous avez mis en place à la direction, transition énergétique, avec cette critérisation des aides régionales aux bâtiments et équipements. Et donc, ces critères seront appliqués aux thématiques qui seront les 5 sujets des webinaires: eau aujourd'hui, puis biodiversité, déchets, sobriété foncière et énergie. Pour nous présenter en quelques mots, Hélène Ludman et Céline Rose qui va nous rejoindre d'ici très peu de temps, cofondatrice de la SCOP Les Deux Rives. On a le plaisir d'animer ces webinaires pour la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'actrice de la transition écologique qui accompagnons les professionnels du cadre bâti vers la transformation des pratiques à l'aune des enjeux de l'urgence climatique. Nous œuvrons sur les sujets de l'écologie du bâtiment au niveau national et notamment en région Bourgogne-Franche-Comté, en faisant monter en compétences et en mettant en réseau ces acteurs, professionnels et décideurs. Une expertise qu'on déploie au travers de plusieurs métiers, dont la formation, l'animation du territoire, la création de ressources et le conseil au service du bâti alternatif. Et ce, en déployant une démarche, la démarche des DQE, développement durable et qualité environnementale. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le sujet de l'eau, qui est, une ressource et un enjeu, de territoire majeur. Ceci d'autant plus à l'heure d'une urbanisation et d'une artificialisation galopante et d'un emballement des effets du dérèglement climatique, comme en témoigne tristement l'actualité récente, que ce soit en Ardèche il y a quelques semaines ou dans la région de Valence en Espagne la semaine dernière. Pour parler de la thématique de l'eau, aujourd'hui, nous recevons Didier Larue. Didier Larue qui est paysagiste et urbaniste à Lyon, co-gérant de la société DMLC Bois Rouge et cofondateur de l'atelier LD qui est basé à Paris, à Rouen et à La Réunion, ainsi qu'à Lyon. Didier Larue qui a mené des projets ici et ailleurs, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, toujours dans le soin de contextualiser et de préserver le vivant. Didier Larue est intervenant de longue date de nos formations certifiantes labellisées développement durable et qualité environnementale à Lyon, à Paris et à Dijon. Son approche iconoclaste et précurseur de combiner la question de l'eau à celle du paysage et de l'urbanisme en enlevant le tout tuyau est fondamentale pour poser le sujet et esquisser ensemble des solutions, notamment pour l'infiltration de l'eau à la parcelle, sur la base de retours d'expérience qui sont éprouvés et qui vous seront présentés à l'occasion de ce webinaire. Et donc ce matin, il va nous partager ce propos de vraiment resituer que l'eau est une ressource à sauvegarder et non un déchet à évacuer, une ressource précieuse, qu'elle se manifeste par sa surabondance ou sa rareté.
Cette thématique, elle met également en lumière un élément fondamental qui est fil rouge de l'ensemble des sujets que nous abordons avec ces webinaires et les démarches que nous portons, qui est la nécessaire conjonction de compétences et l'importance du jeu d'acteurs également entre les maîtres d'ouvrage, les concepteurs et maîtres d'œuvre. Et on est très ravis parce que la diversité de vos profils aujourd'hui en témoigne. Stéphane, je te repasse la parole pour dire quelques Mhm. mots sur les objectifs du référentiel en termes de gestion de l'eau. Alors, pour chaque thématique est associé un grand objectif. Là, pour l'eau, il faut entendre eau de pluie, donc eau de pluie qui tombe sur la parcelle. Notre grand objectif, c'est d'augmenter les capacités d'infiltration au niveau de cette parcelle. Voilà. À chaque fois, chaque thématique, un grand objectif, une trajectoire. Et donc, sur les eaux de pluie, ça va être améliorer les capacités de la parcelle à pouvoir infiltrer le plus d'eau de pluie possible. Peut-être que tu peux nous parler en 2 mots des différents, niveaux et objectifs, entre de Mhm. l'infiltration à la parcelle jusqu'à la réutilisation des eaux pluviales? Chaque thématique est, on va dire, divisée en deux parties. Une partie socle qui est une partie, on va dire, obligatoire et des parties bonifiées. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer vers les bonus, eh bien, on va demander à ce qu'il y ait un peu plus d'efforts de fournis. Pour ce qui concerne les eaux de pluie, par exemple, on va commencer avec un niveau de base qui va être bien de diminuer les surfaces imperméabilisées et d'augmenter les surfaces de pleine terre pour pouvoir avoir cet effet levier sur l'infiltration à la parcelle. Et puis, pour encore augmenter cette capacité, là, on va arriver dans les niveaux bonus. Et donc là, ça va être la création d'ouvrages hydrauliques afin de faciliter l'infiltration qui va être bonifiée. Et notre dernier niveau, ça va être une réutilisation de ces mêmes eaux de pluie. Donc à Très chaque bien. fois, un niveau de base qui fixe la trajectoire et ensuite des niveaux beaucoup plus qualitatifs dans les niveaux de bonification. Très bien, merci pour, ces précisions. Donc là, l'objectif, de ce webinaire, ce sera vraiment de vous partager, des pistes et des clés, aussi bien sur les enjeux que sur les solutions pour aller chercher, ces niveaux et ces objectifs, qui sont proposés dans le cadre, du référentiel. On a articulé ce webinaire sur l'intégration paysagère de la gestion des eaux pluviales en 2 temps, en lien aussi donc avec, le référentiel, qui vous sera communiqué bien sûr, à l'issue du webinaire. Un premier temps sur la problématique et les données de base de ce sujet eau, donc une ressource, vitale, rare et menacée, et un deuxième temps qui sera consacré aux solutions exemples, donc des retours d'expérience amenés par, Didier Larue. Donc je fais défiler bonjour. Je fais, je fais défiler l'autre là. Attends. Hop, pardon. Très bien. Bonjour, alors on va commencer. On est un peu stressé, mais ça y est, on va se remettre. Bon, rapidement, tout le monde sait que la planète est recouverte d'eau. C'est la planète bleue. On a les 2 tiers de la planète sont recouverts d'eau dans la plaine. Par contre, il y a beaucoup d'eau, mais il y en a très très peu de disponibles. Euh, pour de l'eau potable. Et en plus, elle est de plus en plus menacée par un certain nombre de choses. Et la ressource, il y a de plus en plus d'utilisateurs et de consommateurs et de moins en moins en plus d'eau de qualité présente. Alors, il faut savoir que sur Terre, en fait, on n'a qu'une seule eau. On apprend ça à l'école primaire, mais c'est ce fameux cycle, l'évaporation, la mer, formation de nuages, précipitation, pluie, et tout ça retourne. Et au passage, alimente des nappes phréatiques. Alors, on a des nappes phréatiques, ce sont des nappes d'eau qui sont profondément dans la terre. Certaines sont très très anciennes, et puis il y en a des superficielles, des plus profondes. Et c'est essentiellement là-dedans qu'on puise pour avoir nos ressources en eau potable, euh, sachant que l'eau de nos rivières et nos étangs, etc., est quand même relativement polluée partout. On l'utilise maintenant aussi la mer, mais avec des traitements importants. Enfin bref. L'eau, en plus, qui a à la fois une valeur positive, parce qu'effectivement, c'est important pour la vie, c'est l'eau qui est l'agent de destruction massive du sol. C'est-à-dire toutes les montagnes, tout est creusé par l'eau, tout est érodé par l'eau. À la fois, il y a de l'érosion et en même temps, il y a des dépôts qui se font. L'eau emmène tous les éléments de la terre et la répand à la fois au fond des mers et aussi dans les deltas, dans les vallées, augmentant les surfaces de terre. Il y a cet échange se fait depuis des millions d'années et il continue. Et sans eau, il n'y a pas de vie.
en tout cas dans nos configurations juste de la Terre. On voit très bien d'ailleurs sur ces images que j'ai mises, c'est dans un climat désertique en Égypte, on voit le Nil, on voit à grande échelle à la fois comment tout le végétal, donc toute la vie accompagne l'eau, et la limite est tellement nette entre là où il y a de l'eau et où il n'y a pas d'eau que, je veux dire que ça parle d'elle-même. C'est-à-dire que pour avoir euh, le fondement du vivant, c'est cette association de l'eau, du soleil avec l'énergie et d'un sol qui s'est transformé au fur et à mesure. Et avec ça, on arrive à avoir le vivre. Petit point pour revenir sur la disponibilité de l'eau, en fait, malheureusement, elle est à la fois très mal répartie en pluviométrie et très mal répartie en recharge d'eau. Donc, il y a des pays qui sont vraiment mal lotis. Et curieusement, il y en a. Donc, tout le monde a une idée des pays désertiques, des pays chauds, comme on peut voir essentiellement sur l'Afrique, Arabie Saoudite, Inde. Mais on voit que même en Pologne, Allemagne et Tchécoslovaquie aussi, il y a en Europe des endroits où il y a très peu de recharge d'eau souterraine. C'est donc on a des pénuries d'eau. D'ailleurs, tout le monde le sait, on est de plus en plus menacé. On commence à avoir des restrictions d'eau depuis quelques années. D'ailleurs, oui, alors pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Il y a des restrictions d'eau un peu partout. Donc attention, cette eau qui est vitale pour nous, surtout dans sa qualité, est malheureusement pas très bien répartie, ce qui peut poser aussi à terme des problèmes assez de géopolitique. Il y a d'ailleurs, je cite, il y a un bouquin d'Éric Orsena qui est très intéressant sur l'eau, là, qui montre tous les enjeux géopolitiques de l'eau, parce que des pays peuvent se bloquer avec ces histoires d'eau, ou alors un pays prend l'eau de son voisin, ce qui arrive dans un certain nombre d'endroits. D'autre part, cette eau qui est déjà un peu en faible quantité, elle est gaspillée. Elle est gaspillée pour un certain nombre de choses. D'abord, beaucoup de fuites dans les réseaux. Et il y a même des fuites, quelquefois c'est 30 à 40% de cette eau potable précieuse qui est perdue parce qu'il y a des fuites de partout. Il y a des fuites de partout aussi parce que combien de les toilettes qui fuient, les robinets qui ne s'arrêtent pas. Et puis aussi, on peut se dire que laver son véhicule avec de l'eau potable, faire pipi dans de l'eau potable, c'est pas forcément. On se dit que là, il y a un gâchis et qu'il y a des choses qui pourraient être faites. En même temps, vous avez tous entendu parler de culture ou de culture, en fait, par exemple, pour pas viser trop, mais le maïs, par exemple, à des endroits, il y a des cultures qui ne pousseraient pas sans des irrigations abondantes. Donc, alors, petit encadré, je vous dis que votre région a fait des progrès, et c'est partout des choses qui sont mises en œuvre, parce que, en plus, tout ça, ça se répercute sur le prix de l'eau, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer partout cette, ces fuites qui font un gâchis encore d'eau important. Alors, ça, c'est une carte du climat mondial. Alors, ce climat mondial, il est ce qu'il est pour le moment, mais on voit bien qu'il subit de profondes perturbations, notamment actuellement dans nos pays tempérés, on a quand même des épisodes importants. Dans les pays qui sont soumis à des cyclones, là, on voit que les cyclones ont une importance considérable. Cette année, je ne sais pas si vous avez vu les inondations, je ne parle pas celle d'Espagne, mais dans le désert, il y a le désert qui a été inondé. Donc, en plus, on en a une situation dont l'avenir, enfin, on n'est pas sur des certitudes et sur de dire on peut compter là-dessus. On sent qu'il y a des évolutions à faire. Donc, euh, il y a déjà des attaques sur l'eau elle-même et en même temps des incertitudes sur le futur de ces chutes, de l'endroit où elle va aller. Pardon, je me trompe de côté. Les sécheresses, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, sécheresse, il y a j'ai trouvé plein de documents, mais vous êtes très au courant. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a des arrêtés de sécheresse, qu'on ne peut plus arroser les plantes, qu'on ne peut pas laver sa voiture. Donc, d'ailleurs, en mettant ça, on met bien le doigt sur tous les trucs qui sont un peu du gâchis. Mais c'est des choses qu'on n'avait pas. Il y a aussi une pression de plus en plus importante des usagers, parce que la population augmente, tout le monde s'équipe de meilleures douches, machin. Euh, Au niveau des douches d'ailleurs et des bains, je sais que c'est quelquefois un combat permanent pour essayer de ne pas faire couler l'eau pendant des heures. Je ne sais pas s'il y a des pubs sur. Enfin bref, on la gâche alors qu'on a des périodes de sécheresse, on n'y fait pas assez attention. Et donc, la préservation de cette ressource est quelque chose de fondamental pour maintenant et pour l'avenir à tous les niveaux. C'est ce que j'ai mis après. Voilà. Alors, en même temps, les intempéries, ben, vous êtes au courant, hein, les intempéries, il y en a partout. Donc, j'ai pris quelques exemples, mais il y en a eu partout cette année avec comment ça s'appelle?
des phénomènes extrêmes. Et ces phénomènes extrêmes ne sont pas forcément, c'est pas parce qu'il tombe beaucoup d'eau qu'on a beaucoup d'eau qui va dans la nappe phréatique. Parce que ça, c'est des pluies qui durent pas très longtemps, elles sont très très fortes, mais quasiment tout part à la mer. Et les sols sont saturés d'eau. Quand les sols sont pleins d'eau, déjà, il n'y a plus d'eau qui descend et qui va dans les nappes phréatiques. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a des inondations qu'il y a un réapprovisionnement de la nappe phréatique. Alors, la pollution, les pollutions de nous aussi, on gâche notre ressource, hein, toutes nos pollutions domestiques, tout ce qu'on utilise, que ce soit les produits, y compris les médicaments, détergents, enfin bref, tout ce que vous voulez, les pesticides, les trucs agricoles et les enjeux industriels avec les rejets sauvages. Bon, récemment, il y a l'histoire des PCB dans l'eau potable, là, ou du mercure dans le thon. Enfin, je veux dire, sans arrêt, on a des alertes de plus en plus fréquentes là-dessus. Et ça, par contre, quand une nappe phréatique est polluée, parce que tout compte fait, certaines pollutions peuvent s'infiltrer dans le sol jusqu'à la nappe phréatique, cette nappe phréatique, je dirais, elle est foutue, quoi. Alors en même temps, c'est pour ça que de protéger les sols et ce qu'on met en surface, c'est aussi un impact fondamental sur la préservation de nos réservoirs d'eau pour l'avenir. En même temps, alors, donc après, c'est la joyeuse. Je ne voudrais pas vous casser le moral à tout le monde, mais c'est quand même une situation qui est délicate. Notre mode d'occupation des sols aussi a un impact fort sur l'eau. Parce qu'en fait, l'imperméabilisation de la terre, du territoire, est très importante et en pleine expansion, notamment en milieu urbain. On voit bien, là j'ai pris une photo au hasard, mais j'aurais pu faire ça sur plein de villes, pour retrouver des endroits où il y a quelques petites taches vertes, mais quasiment la ville est presque imperméable. C'est ce qu'on recherche pour ces maisons d'ailleurs. La maison, elle doit être imperméable, il y a une toiture pour les bâtiments, mais les rues aussi, toutes les rues, et les rues sont couvertes, tout ça, et toute l'eau qui tombe ne rentre plus dans le sol, mais va dans des réseaux d'égouts qui sont très performants. On a amélioré ça depuis un siècle. Maintenant, on a quelque chose de va très bien. Alors, c'était vivait dans les rues boueuses, mais toute cette eau, après, va s'en aller et va arriver d'un seul coup dans les rivières, dans les ruisseaux. Au passage, lessivant toute la ville et tous les sols de toutes ces petites pollutions qu'on peut avoir, échappement, huile, détritus divers. Et donc, à la fois moins d'eau de qualité rentre dans le sol et beaucoup plus d'eau sale est évacuée, et grossissant, augmentant les problèmes d'inondation et de débit hyper régulier. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, sur ces petits schémas, on voit bien, en plus, le sous-sol des villes, il est quasiment plus en pleine terre, c'est-à-dire qu'entre les réseaux souterrains, les fondations des villes, les parkings, les métros et autres choses diverses, on a presque plus d'infiltration dans le sol. D'où tout ce qui a été expliqué tout à l'heure, d'ailleurs, des réglementations maintenant où de plus en plus on essaie d'imposer des coefficients de pleine terre pour retrouver en ville ces perméabilités entre l'air, le sol et le sous-sol. Alors, dans la campagne, effectivement, il y a beaucoup moins d'imperméabilisation. Il y en a même quasiment pas, presque tout coule. J'ai un petit schéma qui vaut ce qu'il vaut, là, mais ce qui donne rapidement des différences. Alors, ces chiffres sont très variables selon la nature des sols. Si vous avez de l'argile, si vous avez du sable, selon la pente aussi. Bon. Mais c'est juste pour montrer quand même que dans le cas de la ville, il y a quasiment plus d'infiltration. Sur le schéma de droite, vous voyez, il y a presque 5%, à peine 5% qui rentrent dans le sol, alors qu'on a quand même au moins 25, minimum 25% dans le sol agricole. Par contre, ce qui est assez important, et on va l'avoir, c'est le ruissellement. Vous voyez, il n'y a que 10% de ruissellement dans les campagnes, alors qu'on a plus de 55% en ville. Ces coefficients étant à varier en fonction de la nature des villes. Il y a des villes plus vertes, il y a des villes plus denses, il y a des villes plus couvertes, il y a des villes plus en pente. Et par contre, dans les deux cas, on voit ce qui est un truc important, c'est l'évapotranspiration. Alors, l'évapotranspiration en ville, elle est plutôt faite par l'eau qui s'évapore sur les bâtiments, sur le bâti, alors que dans la nature, ce qui participe à ça, c'est tout ce qui est plantation, que ce soit l'herbe, un champ de blé, les arbres, les arbustes, toutes les cultures. Les feuilles, on reviendra après, rejettent beaucoup d'eau dans l'atmosphère. Et ça, c'est de la bonne eau. Donc, euh, on sait il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de
de sauvegarder notre eau, qui est une ressource vitale pour tout le monde. Et en plus, beaucoup de gens sur Terre, pour le moment, n'y ont pas accès à de l'eau de qualité, parce que nous, on est comme des privilégiés, surtout dans les climats tempérés comme on est. On a une pluie régulière, quelquefois forte. On a des nappes phréatiques, parce qu'on a une géologie qui s'y prête, et on a des réseaux d'adduction d'eau qui sont quand même très performants, malgré Mais il y a d'autres endroits où c'est pas ça. Ça veut dire que il y a beaucoup d'améliorations à faire. Alors certaines dont on peut prendre en compte aujourd'hui, maintenant, et d'autres. Donc réduire la consommation, c'est certain. C'est partout, essayer d'éviter, c'est moins. Améliorer le réseau de distribution, ça je l'ai déjà parlé. Le recyclage et la réutilisation, c'est aussi très important. On jette quelquefois des eaux, on peut vraiment servir pour l'arrosage, plutôt que d'évacuer tout au réseau. Il y a beaucoup de réutilisation, ou par exemple les citernes d'eau de pluie dans les maisons, récupérer l'eau de pluie aussi pour justement arroser son jardin, pour laver son véhicule ou faire des choses comme ça. On peut faire ça plutôt qu'utiliser de l'eau potable. Et puis partout, et ça c'est un sujet d'amélioration permanente, améliorer les traitements de l'eau. L'eau qui a été salie, on peut l'améliorer. Donc on a fait beaucoup d'efforts dans les pays comme en France, mais il y a encore beaucoup à faire, et de manière à ce que ce qu'on rejette après dans la nature soit d'une qualité suffisante pour pas mettre en danger l'ensemble de la ressource. C'est ce qu'il faut faire. En amont, par contre, ça rejoint tout ce qui est l'urbanisme et tout ce qui va être nos manières d'agir. Déjà, c'est la préservation de la ressource. On a fait pendant des années, et avec fois de bonnes raisons, on a asséché des marécages, diminué les zones humides, etc., pour utiliser les cultures. Et en faisant tout ça, on a canalisé les cours d'eau, on a supprimé des mares, enfin bref, on a beaucoup agi pour limiter les rivières. D'ailleurs, dans les dernières inondations dramatiques qu'on a vues, on voit que c'est des rivières détournées et des rivières qui sont entre deux murs de béton. Donc, elles n'ont plus leur expansion naturelle. Donc, quand il pleut, ben, ça déborde, c'est comme un tuyau. Donc, un peu partout, le bâti, nos villes ont réduit la place de l'eau ou détruit des zones extrêmement importantes. Les zones humides et les marécages sont les éponges et qui, eux, sont les véritables approvisionneurs des nappes phréatiques, avec en plus le biofiltre dont on parlera tout à l'heure. La ville aussi, autres actions. Comment faire que notre ville soit un peu moins étanche? C'est des règles d'urbanisme pour les nouveaux quartiers avec justement des coefficients de pleine terre, des coefficients de biodiversité. C'est aussi changer la nature des sols, désimperméabiliser, réfléchir sur la nature des routes, planter. Donc limiter l'artificialisation des sols, c'est un peu la même chose, hein, la réduire au maximum. Quelquefois, on s'aperçoit qu'on a des routes hyper larges qui servent à rien. C'est tout un tas de choses comme ça. Et puis, bien sûr, les apports de polluants, c'est-à-dire comment on peut agir sur la pollution. Donc, ça, c'est un peu tous les principes. Euh, alors, j'ai mis ce petit rappel suite à toutes ces inondations qu'il y a eu, aussi bien les plus dramatiques, c'est que il faut quand même être assez humble devant les épisodes pluvieux, parce que les solutions dont je vais parler après sont de peu d'effet sur des événements, des quantités d'eau, des 400 mm d'eau en 24 heures. Là, je veux dire qu'une petite noue, un bassin de rétention paysager, il va fonctionner un peu, mais de toute façon, ça va largement au-dessus, ces quantités-là. Et on ne peut pas tout dimensionner pour ces épisodes-là. Je veux dire, ça serait monstrueux. Par contre, il y a des choses à faire pour changer les choses. C'est l'urbanisation là-dedans. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ces drames, en plus, ils ont été renforcés par ça, l'imperméabilisation, l'urbanisation, la réduction du lit des rivières, la destruction de toutes ces petites zones. Et alors, il y a aussi, j'habite pas loin à Lyon, et je me rappelle d'avoir vu les usines au bord, entre Saint-Étienne et Lyon, sur les berges du Gier. C'est une aberration d'avoir pu construire là. C'est-à-dire que alors maintenant, après, on est sur des zones d'expansion. On en oublie, c'est un peu comme les avalanches, c'est-à-dire que si ça n'a pas eu lieu pendant un siècle, on oublie totalement qu'il y a Mais il y a des endroits, c'est clair, quand on observe le territoire, on voit bien qu'il y a des risques là qui, à mon avis, n'ont pas été assez pris en compte dans les plans d'urbanisme. Mais ça change avec la loi sur l'eau a déjà quand même apporté beaucoup de choses pour tenir compte du bassin versant. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais surtout ces sujets-là, c'est vraiment une ambition politique à la fois nationale et internationale, parce que ça ne sert à rien d'agir, parce que les fleuves, ils passent d'un pays à l'autre.
Donc là, il y a un énorme boulot à faire qui est en cours, en plus ou moins, pour changer les choses. Est-ce que je fais... Ah, pardon. On peut faire une petite pause et un petit temps d'échange pour cette partie un peu de présentation des problématiques et des enjeux. Tout à fait. Merci Didier pour cette première partie qui pose effectivement les bases du sujet, aussi bien en termes d'enjeux que de pistes de solutions, tout doucement. Merci pour vos réactions sur le chat. Alors, on a un premier un témoignage de Monsieur Serge Delphis, maire de Blamont, qui est membre de la commission de transition énergétique de l'AMRF et qui nous témoigne que leurs travaux que les travaux se rejoignent, car on parle beaucoup de biens communs, eau, forêt, biodiversité, alimentation, avec un sujet de l'énergie qui est traité séparément. Ils nous précisent que pour eux, il y a urgence à agir pour limiter, si on peut encore, les impacts du réchauffement climatique. L'eau, il y en a trop ou pas assez. Donc effectivement, sujet complexe, mais d'avenir, sur lequel travaillent les associations des maires des régionaux de France. On a une question de Robin sur a-t-on accès à des prévisions météo pour 2030 dans notre région pour les prendre en compte dans le dimensionnement et dans les études des aménagements, avec donc un autre participant qui partage l'outil Climadiag de Météo France. Mais peut-être que tu peux en dire un mot, Didier, et préciser Oui, comment est-ce que il y a, vous appuyez sur ce type d'outil il y aussi. a énormément de documentation. Parce que là, j'ai pas tout vu, j'ai fait des recherches pour ce truc-là. Il y en a plein. Il y a l'État, il y a les différents ministères agricoles, et on peut trouver un tas de rapports. Il y a un tas de rapports. Les prévisions, par contre, elles sont assez incertaines. Ce que j'ai compris, c'est qu'elles sont incertaines. Ce qui ressort de ce que j'ai lu, c'est que c'est la peur, et on en reparlera tout à l'heure, des épisodes de sécheresse intense en été, de la chaleur, qui d'ailleurs pose des problématiques par rapport, j'ai vu dans votre région, à la production du comté et au pâturage, parce qu'en plus, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle est énormément sur des terrains calcaires, sur du terrain karstique, qui est un terrain propice à l'infiltration de l'eau, et sur lesquels les effets de la sécheresse se font rapidement sentir. Et je sais qu'on a des problèmes même de manque de foin en été, par exemple. L'autre problème que je connais aussi, c'est celui de la viticulture dans le Jura, par exemple, et pas seulement de la viticulture, d'ailleurs, de tout ce qui est arbre fruitier. C'est ce phénomène qu'on a de plus en plus avec un épisode, une fin d'hiver assez tiède, avec des fleurs qui sortent février et mars, de floraison février-mars, et après des coups de gelée au mois de mai, ou fin avril, début mai, qui d'un seul coup, au moment où tous les fleurs viennent d'être fécondées, tuent à peu près tout, et ce qu'ils font des récoltes. Je sais qu'il y a 2 ans, dans le Jura, je connais, ils ont fait la récolte, il n'y avait que 30% de la récolte. Enfin, donc, par contre, en termes de prévision, je pense que ce que j'ai lu, c'est que c'est quand même c'est de la prévision, quoi. C'est-à-dire que il y a, on n'a pas grand-chose de sûr. Mais regardez, quand on fait des recherches sur Internet, on trouve des tonnes de trucs de tous les ministères, des offices de l'eau, de l'ADEME, de l'agence de l'eau, etc. Tout le monde a publié des choses qu'il faut qu'ils se recoupent pas mal. Là, on trouve énormément de documentation là-dessus. Et ce que j'en ressors, c'est que j'en ai retenu que malgré tout, en termes de prévision, c'est plutôt un durcissement des choses qu'on observe maintenant, mais c'est une hypothèse. Et ça va pas très loin, quoi. Ça va pas très loin. Sauf que c'est le réchauffement, par contre, ce qu'on est à peu près sûr, c'est quand même c'est la montée de la chaleur, l'augmentation des températures jusque 2050. Par contre, des effets sur les courants, parce que tous ces changements-là, ils font des modifications importantes sur les courants marins. Et c'est ça qu'on peut pas, les courants marins qui conditionnent énormément après les climats de nos continents. Et ça, là-dessus, les incertitudes sont assez fortes. Euh, on a une remarque. Vas-y. Bonjour, Céline Rossa de la Scope de Rive. On a une remarque d'une des participantes qui note qu'à la campagne, il y a aussi beaucoup de sols cultivés
est tassée, où l'eau ne s'infiltre plus. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu avais peut-être un commentaire ou une remarque à faire à ce sujet par rapport au ratio que tu donnais tout à l'heure sur les eaux de ruissellement entre ville et campagne. On a tendance à dire aussi des fois que certains sols artificialisés par les intrants chimiques deviennent de nouveaux bitumes. Ouais, en plus, il y a des moments très différents, parce que j'observe ça, moi. Par exemple, après un labour, d'un seul coup, là, après un labour, la terre est retournée, là, donc elle offre une surface comment ça s'appelle, l'eau peut bien pénétrer. Puis il y a d'autres moments, c'est super tassé, parce qu'il y a les engins qui ont fabriqué et tout. J'ai regardé des champs de maïs, après, quelquefois, le sol, il est tout plat et dur. Donc, effectivement, les cultures, les méthodes culturelles, je sais pas comment on dit, c'est pas culturel, De ont culture. un impact sur ça, mais je suis pas assez calé sur le détail de ça. Je sais qu'il faut, les modèles agricoles sont en train d'évoluer, c'est complexe, hein, mais ils évoluent et en même temps, il y a toujours le problème du rendement. Je sais qu'on est en permanence confronté à ça, à des manières plus écologiques, on va dire, de traiter les sols et un problème de rendement et d'approvisionnement. Donc, il y a un dilemme de là auquel sont confrontés les agriculteurs et c'est pas facile. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. Tu n'as pas ton micro. Ah, j'ai pas mon micro? Non, non, c'est Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, on a une question pardon, sur quelle est l'envergure de la loi sur l'eau? Concerne-t-elle l'ensemble des constructions? Eh ben oui, la loi sur l'eau, dès qu'on a un projet. Alors, euh, je ne sais pas comment. Non, ça ne s'applique pas sur une maison individuelle. Ça s'applique surtout sur les programmes d'aménagement. Sur les programmes d'aménagement. Ce que ça a changé, je trouve énormément, c'est la prise en compte du bassin versant. C'est-à-dire de se dire ce que je fais, ce que je construis ou ce que je vais aménager, comment il est impacté par tout ce qui est en amont, parce que l'eau qui vient, et que vais-je produire à l'aval? Et ça, c'est vachement important d'avoir vu ça, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on a une vision, en fait, de que chaque endroit est impacté par l'eau et par la circulation de l'eau, et par ce qui est au-dessus et par ce qui est en dessous. Et ça, c'est quand même ça. Donc, tout projet, maintenant, on passe par là, on regarde, on a, selon les communes aussi, selon les réglementations, on a des débits et des rejets limités. Donc, presque partout maintenant, on a souvent on nous propose même des zéro rejets, ce qui, à mon avis, en théorie, est une aberration, parce qu'il n'y a jamais, enfin, même dans la nature, il n'y a pas zéro rejet. Mais donc, donc, partout maintenant, enfin, en France, sur tout le territoire, on a des règles qui sont pas pareilles sur tous les endroits, toutes les communautés de communes. Et selon, je pense que dans les PLU, ce n'est plus dans les PLU, les rejets, il me semble bien, mais je ne sais plus comment ça marche. Enfin, à chaque fois, il faut se référer à la réglementation au local pour regarder ça. Mais la loi sur l'eau, à mon avis, a eu un effet de faire comprendre que on n'est pas tout seul. C'est-à-dire on est en interconnexion. Quand on fait quelque chose, on est à la fois affecté et on affecte l'environnement. Mm. Une remarque d'une participante qui nous précise que, enfin, qui nous témoigne que la prévention peut aussi passer par une formation des citoyens et des communes, meilleurs usages, mais aussi les réactions à avoir en cas de gros problèmes, évacuation, accueil et gestion des réfugiés. Donc, oui, effectivement, ça, c'est aussi des choses qui nous ont été bien rappelées par l'actualité récente. Association des maires ruraux de France, désolée pour l'erreur tout à l'heure. Serge Delphis nous précise, on regarde pourquoi on a des freins à la transition écologique. Les coûts sont un frein. C'est paradoxal car les surcoûts de l'inaction vont coûter très cher, comme l'ont montré les derniers épisodes. Alors Ah oui, oui. il faut investir sur les bonnes pratiques que Didier, tu nous transmets. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont quantifiées aussi peut-être en termes de coûts. Alors j'imagine que peut-être avec les assurances, c'est des études qui existent aussi finalement pour sensibiliser aussi les maîtres d'ouvrage, les décideurs. Juste une petite réponse là-dessus, c'est tout à fait juste. J'avais été à un colloque sur les cours d'eau, notamment sur le Rhin, il y a des années. Et il y avait un intervenant qui disait qu'il n'avait pas de mal à trouver 10 millions d'euros pour renforcer des berges et pour trouver 1 million d'euros pour sauvegarder des mares et des petits cours d'eau, c'était impossible. C'est-à-dire que d'un seul coup,
alors que ces petites actions sont extrêmement importantes. Et à cette occasion, il avait rappelé que c'était grâce à tous ces petites mares, à ces petites cours d'eau, que le Rhin, après la pollution BASF, avait retrouvé une partie de la faune plus vite que prévu, qui venait pas du vin, mais du vin, qui venait pas du Rhin, mais qui venait justement que toutes ces petites ruisseaux, rivières, zones humides qui le bordent on peut re-ensemencer, je dirais, le fleuve grâce à la vie animale qui est là. Et il était désolé de voir que même en Commission européenne, on n'arrivait pas à trouver quelquefois des financements tout petits pour des toutes petites actions qui ont un effet, qui ont un impact intéressant sur le territoire. On peut peut-être passer à la suite parce que on ne va pas y arriver. J'y vais, je continue. On peut passer à la partie 2. Il y a une question qui est arrivée, 2 autres questions qui sont arrivées, mais on les relaiera dans la deuxième partie. Du D'accord. coup, vous pouvez continuer à échanger sur le chat. On relaiera tout sur la deuxième partie de l'échange. Donc, je t'en prie, Didier. Oui, en arrière. Alors, les exemples. Bon, petite image, ça c'est un projet auquel j'ai participé. C'était un quartier de 40 hectares, 600 habitants, des bureaux, une école, etc. et tout. Et voilà le réseau d'assainissement. Le réseau d'assainissement, ça c'est un bassin, c'était un bassin qui a été créé. On a 40 hectares qui, pour finir, finissent sur un tuyau de 200, si je me souviens bien, maximum, et on réinfiltre presque tout sur place. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer au début grâce à un écologue qui s'appelle Jérôme Chaïb, que j'avais rencontré, avec lequel un écologue qui ne soit pas un ayatollah et quel constructif, et qui m'a montré comment, et c'est ça que je vais vous développer, la nature, travailler avec le vivant, va être extrêmement important pour résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. Alors ça, c'est un écoquartier en Allemagne et c'est typiquement la réouverture d'une rivière. C'est un petit ruisseau qui était dans un bout de tuyau auparavant, avec de l'eau polluée. Réouverture de la rivière, réinsertion dans un quartier contemporain nouveau. On passe. Alors, ce qui est fondamental, c'est cette histoire-là. Je vous ai montré sur l'image du Nil, pardon, c'est cette association entre l'eau, le sol, les végétaux, l'air et la lumière. Alors, quand je parle de sol, je parle de sol vivant. Parce que le sol, en fait, c'est l'endroit, la terre arabe, disons la couche superficielle, où il y a quasiment le plus d'organismes vivants au mètre carré, au mètre cube, plutôt le mètre carré au mètre cube. Il y a de tout là-dedans, des vers, des petits insectes, jusqu'aux plus petits qui sont des bactéries. Et c'est ce sol vivant, avec tous ces animaux-là, qui rend possible en même temps la pousse des végétaux. Parce que c'est eux qui digèrent, qui mangent, qui se nourrissent enfin, il y a une espèce de cycle qui se nourrissent de choses et qui produisent des sels minéraux assimilables par les plantes qui vont pousser. Et là encore, je n'ai pas fait une image d'un cycle, mais les feuilles retombent au sol, renourrissent et constituent les sols. Alors, les sols ne sont constitués pas tout seuls, ça c'est une autre histoire. En même temps, donc, on a un ensemble entre le sol, un sous-sol, des sols profonds. Un arbre, il va avoir ses racines qui vont prendre la nourriture dans les sols superficiels, c'est là qu'il y a à manger, et qui va, pour s'ancrer, pour tenir au sol, il va aller chercher, il va mettre des racines profondes qui, elles, vont puiser de l'eau. Pareil pour toutes les petites plantes. En même temps, ces arbres, on sait qu'ils produisent de l'oxygène, et ils évaporent, comme on a vu, c'est-à-dire qu'ils vont restituer de l'eau dans l'atmosphère. Mais toutes ces petites bactéries qui sont là, qui sont habituées à manger les débris végétaux et animaux qui tombent là, en fait, elles sont aussi capables, par exemple, de digérer les pollutions d'hydrocarbures, par exemple. Parce qu'en tout compte fait, ça vient du pétrole et qui est aussi la même chose. Ces petites bactéries sont capables de craquer des molécules. Ce qui fait qu'en fait, on a à la fois quelque chose qui va permettre à l'eau de rentrer dans le sol, la restituer dans l'atmosphère, mais qui fait ce qu'on appelle un biofiltre, c'est-à-dire, et ce phénomène est utilisé d'ailleurs il y a beaucoup de stations d'épuration. On fait des stations d'épuration qui sont uniquement constituées de terre et de roseaux, de roselières,
et dans lequel, en fait, c'est les bactéries qui font tout le boulot. Ceci dit, dans une station d'épuration traditionnelle, c'est la même chose. C'est les bactéries qui sont en contact de nos résidus et on injecte de l'oxygène pour augmenter. Mais là, ça se fait dans le sol sur une manière pour pouvoir utiliser pour améliorer toute la gestion de l'eau. En même temps, en plus, les végétaux, ils permettent de fixer le carbone. Et on sait qu'une des causes du réchauffement climatique, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, les plantes captent le CO2 pour le transformer. Production d'oxygène, évidemment, parce que c'est les plantes aussi qui ont transformé l'atmosphère terrestre qui ne devait pas être aussi vivable que ça avant. Et en fait, ça va aussi, les végétaux aussi facilitent la pénétration dans le sol. Juste un petit exemple, vous refaites une pelouse dans votre jardin, vous venez de la faire, on a bien roulé pour mettre les graines, il pleut, tout est trempé, tout mouillé. Et 2 ans après, l'eau passe à travers. Qu'est-ce qui fait, c'est-à-dire le sol submergé est redevenu perméable grâce vers de terre, essentiellement, vers de terre à tout petit vers, qui se font sans arrêt des allers-retours entre le haut et le bas, et les racines aussi. Et donc, ces végétaux aussi contribuent à cette facilité d'échange entre la pluie et le sol profond, tout en filtrant et en permettant justement d'amener dans les nappes, dans la partie qui va dans les nappes, une eau d'une meilleure qualité. C'est ça qu'on va utiliser fondamentalement. Pardon, je me trompe encore de sens. Bon, c'est la même chose, hein, je vous montre ça. Simplement, donc on a tous les atouts. Alors, on peut utiliser ça à tous les niveaux. Merde, j'aurais pu changer de diapo, ou ce qui se passe? Ah, ça y est, pardon. Bon, comment on va mettre ça en œuvre un peu partout dans la ville? Cet exemple-là, alors, c'est pas en Bourgogne-Franche-Comté, ça c'est à Lille. C'est un quartier nouveau qui s'appelle Eura Technologie. Et vous avez, c'est des usines réhabilitées en bureau. C'est un quartier un peu high-tech. Plus il y a de l'habitat, il y a un tout mélangé. Et en premier plan, vous avez quoi? Vous avez l'épuration des eaux pluviales du secteur-là, qui est transformée en un jardin de la pluie immense. Ça a été créé par les paysagistes de l'atelier Bruel-Delmar, qui font beaucoup de travail dans ce domaine-là. Et vous avez à la fois un élément de paysage, un vrai jardin dans lequel on peut se balader, sur lequel il y a des panneaux d'information, et en même temps, qui est une manière autrement plus intéressante que de gérer l'eau plutôt que de la balancer dans un tuyau dans le canal qui est juste derrière. Là, cette eau, en finalité, elle reva dans le canal qui est un fleuve canalisé, mais elle est filtrée, épurée. Et alors, par contre, ça aussi, encore une fois, à chaque fois, je veux dire, au niveau confort climatique, tout ça remet. Parce que j'ai oublié de dire que l'évapotranspiration, l'évaporation de l'eau dans l'air, et une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'elle prend de l'énergie. C'est pour ça qu'on vaporise et qu'on a froid quand on sort de l'eau en été. C'est l'eau qui sèche sur notre peau, en fait, prend de l'énergie et fait du froid. On utilise beaucoup ça même dans les climats tropicaux. Moi, je connais beaucoup, enfin j'ai d'expérience de Singapour où c'est fait comme ça et on gagne 6-7 degrés en dessous de la canopée des arbres par rapport à la température extérieure. Donc que des avantages. Ça, c'est en création. Aussi, on peut transformer nos sols et de faire qu'il y ait des parties complètement minérales parce que c'est confortable. C'est confortable. En plus, il faut pouvoir que ce soit accessible facilement aux personnes à mobilité réduite. Et en même temps, il y a des espaces comme là ce grand cours à Barcelone, où on a remodelé une partie de la ville en faisant des surfaces perméables. Alors ça, on le fait partout, à plus grande ou à plus petite échelle. Je crois que c'est un mouvement qui se fait un peu dans les villes, c'est-à-dire on essaie de regagner un peu partout de verdure, un peu de vert, et retrouver un sol qui, par exemple, ne va pas avoir une perméabilité à 100%, mais je pense qu'on est à peu près entre 30, 40 et 50% de perméabilité, alors qu'à côté, on est à 100% imperméable. On peut le faire à d'autres échelles. Ça, c'est une photo d'un lotissement en Belgique de maisons individuelles où je pense que là, ils ont réussi à faire quelque chose de tellement minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a juste les deux traces pour les roues là-dessus. Il y a la petite noue à côté, je ne sais pas si vous voyez le petit noue, on en parlera un peu des noues après. C'est aussi cette manière qu'on peut avoir de revoir les routes. C'est-à-dire que et dans tous les quartiers modernes, maintenant, on associe à une voirie, on essaie de mettre le moins possible de surface minérale,
Si on réduit les routes, en plus, souvent, on va moins vite, parce que si vous faites des voies partout de 6 mètres 50, 7 mètres, et vous êtes obligé de mettre des ralentisseurs pour que les voitures ralentissent, si la voirie fait comme une route de campagne, fait plus que 5 mètres, ou voire 4 mètres 50, ben vous allez de fait beaucoup moins vite. Donc, à la fois, une des réflexions à faire, à chaque fois, on peut se poser des questions sur le bon dimensionnement des routes. Et une fois qu'on a fait les bons dimensionnements des routes, comment on peut remplacer des surfaces minérales imperméables par des surfaces perméables partiellement. Alors là, l'herbe, ce n'est pas que de l'herbe, c'est sans doute des techniques en terre-pierre, c'est-à-dire que c'est un sol qui devient boueux, c'est un mélange, mais on reviendra après tout à l'heure là-dessus. C'est pour ça qu'on ne va pas s'embourber dans cet endroit-là, c'est aussi des techniques particulières, c'est pas du simple gazon. Pardon. Alors, l'idée, c'est de travailler à toutes les échelles. C'est-à-dire cette désimperméabilisation, aussi bien, dans ma petite photo de gauche, c'est un jardin de la pluie que j'ai fait il y a des années dans une maison à Mâcon, où on a fait toute une espèce de tranchée drainante d'infiltration, et dans lequel on a mis des végétaux, et il y a de la menthe, il y a d'autres plantes. C'est-à-dire que à l'échelle d'une petite maison, déjà, infiltrer l'eau. Ou aussi, carrément à l'échelle de plans nouveaux. Ça, c'est un quartier qui est pas loin de Nantes, il me semble, Bautières-Chênay, c'est ça, où toute la conception d'un plan, et c'est ce qu'on fait de plus en plus dans ce qu'on appelle les écoquartiers ou un urbanisme plus responsable, où on met en œuvre toutes ces solutions dès le début, en préservant, et on voit sur cette image, on a préservé toute la coulée verte du cours d'eau, on le voit dessus, et puis, on travaille sur le jardin, sur la taille des voiries, etc. C'est un quartier qui est très intéressant à visiter si vous avez l'occasion. C'est vraiment plein de solutions vachement bien. Mais donc, toutes les échelles comptent. Donc, on peut faire à la fois des petits efforts partout, dans sa maison, changer son entrée de garage, etc. Et à la fois, maintenant, travailler avec des urbanistes, des architectes, des bureaux d'études pour changer, pour créer ou des quartiers nouveaux ou pour transformer ou adapter les quartiers existants pour augmenter cette perméabilité et en même temps qui contribue au confort climatique. Alors, comment ça marche? Parce que ça, c'est un truc important. En fait, parce que tous les mélanges de gravier, de grains, que ce soit du sable ou des gros cailloux, présentent à peu près en moyenne 30% de vide. Et ces 30% de vide, ils sont vachement intéressants pour un tas de choses. Ces 30% de vide, on peut les utiliser pour faire de l'eau, ce qu'on appelle par exemple des chaussées drainantes, c'est-à-dire sous la couche d'enrobé, on peut avoir une fondation qui est en cailloux et on fait rentrer l'eau là-dedans et qui va du coup pénétrer dans le sol. C'est-à-dire la rue elle-même, les étanches en surface, mais tout compte fait, toute sa largeur permet de réinfiltrer l'eau dans le sol. On peut aussi, comme dans le cas des pavés à côté, mettre de la terre dedans, ce qu'on appelle un mélange terre-pierre. Du coup, on met 30% de pierre dedans, ce qui fait que les cailloux se touchent toujours les uns entre les autres, et donc on a une stabilité complète. C'est un peu comme le ballast des voies ferrées. Par contre, là aussi, la terre va nous permettre de quand même de pomper de l'eau et aussi de pouvoir faire pousser des végétaux à travers, comme de l'herbe. J'ai pas mis l'image, mais à Lyon, là, le grand stade de foot de Dessines, le parking extérieur est entièrement en terre-pierre. C'est entièrement, ça a l'air d'être une grande pelouse. Bon, surtout quand on a des usages ponctuels, comme ça, des usages hebdomadaires ou pour des grandes manifestations. Donc ça va être très intéressant de changer d'idée et d'utiliser des revêtements poreux. Ce que faisaient d'ailleurs les chaussées romaines il y a longtemps, parce que c'est exactement le même principe. Je ne sais plus dans quel sens il faut que je tourne. Alors, encore la taille de l'appartement, vous voyez, ça c'est je suis passé il n'y a pas longtemps, je suis passé devant une maison et c'est un monsieur, il a transformé son entrée de garage. Alors c'est un peu, voilà, toute son allée de garage. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, on peut même euh, euh, faire superposer l'idée du revêtement poreux avec en plus une chaussée drainante en dessous. Et souvent dans les maisons individuelles, on le verra un petit peu après, c'est ce qu'on peut proposer, c'est que utiliser toutes les surfaces extérieures, la terrasse, elle peut être fondée sur un substrat de cailloux avec du vide et on peut réinfiltrer l'eau, donc des gouttières dans l'eau. C'est-à-dire qu'il faut penser goutte d'eau, c'est-à-dire comment avec les choix que je fais, des choix techniques, comment j'essaie de faire re-rentrer l'eau dans le sol. Parce qu'avant que je le construise, c'était un terrain qui était souvent recouvert de terre végétale partout. Il y avait de la pluie qui tombait. Il ne tombe pas de plus de pluie après, mais elle va être, par contre, on est imperméabilisé par le toit, par la terrasse, par les allées. Et c'est ça qui perturbe les choses. Du coup, on produit beaucoup plus d'eau qu'avant. Et donc, il faut essayer de compenser ça. Donc, on compense par tous ces éléments. Donc, je ne parle pas des toitures végétales, qui sont aussi un truc intéressant, mais c'est plus difficile, c'est moins courant à mettre en œuvre.
Mais la toiture végétale contribue aussi à ça et changer aussi de revêtement. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire à l'échelle d'une parcelle. Alors notamment, j'ai mis dans la maison individuelle, on peut, au lieu d'avoir, on peut avoir des puits d'infiltration, on peut avoir ces tranchées drainantes, mais aussi on peut faire un petit jardin de la pluie. Bon, ça, faut pas, je vais vous le dire, avec de l'eau permanente ou pas, mince, c'est pas le bon. C'est pas ma dernière version. J'ai mis des photos. Donc on peut créer dans son jardin un décor avec faire un petit coin humide, par exemple, creuser un petit creux ou même d'avoir de l'eau permanente si on veut, si on étanche une petite partie. Et du coup, la gestion de l'eau, au lieu d'être un handicap, je veux dire que ça devient un atout et quelque chose de joli. Ça, c'est les systèmes de tranchées d'infiltration que je vous montre. Tout à droite, la petite image, on voit, c'est un jardin qu'on avait fait, c'est à nous au début. Il y a une terrasse qui sont des lames de bois et en dessous, on a entièrement en gravier. Et comme c'était un terrain relativement argileux, on a fait toute une bande en gravier comme ça, qui est avec quand même des plantes au-dessus, ce qui fait que c'est un espèce de, comme un grand matelas de cailloux dans lequel l'eau vient se glisser et puis pénétrer tout doucement dans le sol. Alors, on peut mettre sous la maison, sous les... Voilà. Ah bah si, je l'ai mis quand même, pardon. Ça, par exemple, c'est l'exemple d'une tranchée drainante. C'est sur un immeuble de bureau. Donc là, les eaux de pluie du bureau avec des gouttières extérieures vont rejoindre cette espèce de tranchée qu'on a laissée exprès visible, c'est-à-dire qu'on voit le lit de cailloux et autour sont développées toute une pâture sauvage. Et en faisant ça, ça enserre complètement le bâtiment, on réintroduit l'eau dans le sol. Alors, tous ces trucs-là, évidemment, il faut tenir compte de la qualité du sol, de sa perméabilité. Donc, avant de choisir les solutions, on doit toujours faire des tests de perméabilité, c'est-à-dire grosso modo, c'est simple, hein, on fait un trou, on met de l'eau dedans et on voit en combien de temps elle disparaît. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, le principe, c'est ça. Et donc, et souvent, les ingénieurs classiques nous disent, oh là là, avec les coefficients de 10,6, c'est imperméable. Enfin, si, presque rien n'est imperméable. Simplement, ça prend plus de temps à rentrer dans le sol. Ça veut dire que la dimension des ouvrages va être différente. Parce qu'à un moment, il faut plus de surface. Si si le sol est plus imperméable, il faut plus de surface pour le faire pénétrer. Euh, Petit jardin de la pluie, ça c'est en Allemagne. Donc on voit pas trop, mais si vous voyez, il y a la gouttière qui arrive, il y a une petite rigole qui est derrière, il y a un petit puits dedans avec l'eau, et puis il y a toute une autre partie du jardin qu'on voit pas après où ça s'écoule, il y a des petits graviers, ça fait un petit jardin de devant, mais la pluie est intégrée, vous voyez, dans le jardin. Bon, il y a un tas d'exemples, si vous voulez en chercher, il faut aller sur Pinterest, faire des jardins de la pluie, vous allez en trouver des dizaines. Et là, je ne voulais pas vous assommer avec des images, mais dire que ça peut être un atout. C'est-à-dire que c'est pas souvent quand moi, j'ai travaillé souvent avec des lotisseurs, on était conseils, les gens se disent ah là, il faut faire une infiltration, enfin comme si c'était un vrai problème, alors qu'au contraire, on peut transformer ça en quelque chose de positif, en quelque chose de bien. Je continue. Ben voilà. Ah si, je l'ai mis quand même, j'avais oublié, pardon. Donc on voit le petit jardin de la pluie, deux exemples de jardin de la pluie, un petit paysager, l'autre avec eau et l'autre sans eau. Je sais pas où j'en suis en vitesse. Et ça peut se faire dans des bâtiments publics. Ça, c'est le lycée Saint-Exupéry à Lyon. La cour était entièrement minérale auparavant. Il reste quoi? Ok. La cour était entièrement minérale. Et là, a été créé dans cette cour un jardin qui, lui, peut se remplir d'eau, qui est planté d'arbres, qui apporte aussi pas mal de confort climatique à cette cour et qui est une gestion de l'eau pluviale extérieure. Donc, vous voyez, ça peut se faire dans une cour de bâtiment, dans une cour d'immeuble, à toute l'échelle, à l'échelle de la maison individuelle, aussi bien que du grand bâti. Un petit exemple dans un petit immeuble de bureau, vous voyez, on a fait juste, on voit bien le drainage autour de la maison et on voit une petite tranchée avec au fond les cailloux qui permettent aussi finalement à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et après les plantations, faire ça. Alors, j'ai oublié de dire un truc sur les arbres. Les petits arbres qui sont là pour le moment, si vous voulez, ils prennent un peu d'eau dans le sol, mais pas beaucoup. Il faut savoir qu'un arbre adulte, un arbre qui a 20-30 ans, il est capable d'évaporer 400 litres d'eau par jour dans l'atmosphère. C'est une véritable pompe. Et donc ça, c'est vachement intéressant aussi, parce que les végétaux contribuent aussi à restituer dans l'atmosphère ou à réguler le niveau d'eau dans les bassins qu'on a pu faire.
Petit exemple, hein, pour montrer qu'on peut faire un tas de choses sur un immeuble. D'abord qu'il soit compact, limiter son emprise au sol. Les stationnements, on peut avoir des stationnements avec des places parking poreux. On peut avoir des carports avec des petits toits végétaux. On peut réutiliser l'eau et l'utiliser et la faire sortir, c'est-à-dire suivre la goutte d'eau par l'extérieur plutôt que de mettre par l'intérieur. Créer au pied de l'immeuble, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a comme une petite noue là, qui va recueillir les eaux. Alimenter un petit bassin peut-être là, ou alimenter une citerne d'eau pour arroser un potager. C'est-à-dire, il y a aussi cette eau, il faut la voir positivement. C'est une ressource, ce n'est pas un déchet. Parce que souvent, on la considérait comme un déchet, enfin, on l'évacue. Au contraire, il faut peut-être changer son regard, dire voilà un élément vital, intéressant, et comment je peux le valoriser à tous les niveaux dans la construction, que ce soit ma maison, un préau, une cour d'école. euh, Sur les cours d'école, d'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour désimperméabiliser les surfaces, amener de la fraîcheur, mettre des arbres, et que les enfants aussi un peu un contact avec des éléments naturels, parce qu'en fait, les enfants des villes, quelquefois, ils ne voient pas grand-chose de naturel. Alors, autre sujet, changer la méthode de collecte des eaux de ruissellement, c'est remplacer nos tuyaux, quand on peut, tout le système de tuyaux, par un système qu'on appelle les noues. Alors, une noue, c'est quoi? En architecture, on sait, c'est un creux entre deux toitures. Dans le vocabulaire paysager, ça va être un fossé peu profond. C'est-à-dire c'est très peu profond parce que ça fait 20-30 cm de profondeur avec une pente très légère de 10 à 20%, pas plus. Autrement, c'est un fossé. C'est un fossé agricole. Alors, dans le modèle de gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'assainissement traditionnel, on est obligé de faire une voirie avec des creux et des pentes. On met des avaloirs, on met des grilles d'égout qui récupèrent une surface donnée. C'est-à-dire que et cette surface donnée, en fait, quand il pleut, on draine. Quand il y a une grosse pluie, on draine tout. Les traces d'hydrocarbures, les traces de pneus, les traces de tuyaux d'échappement, les crottes de chiens, les déchets végétaux, tout arrive dans les grilles. Alors, quelquefois, on a ce qu'on appelle des séparateurs à hydrocarbures, etc., mais souvent, ils ne sont pas tellement nettoyés. Et le jour où, d'ailleurs, où il y a un gros orage, tout ça repart dans les tuyaux pour finir et arrive. Et ces eaux-là ne vont pas dans la station d'épuration, c'est-à-dire qu'ils vont directement dans les rivières, parce que dans les réseaux séparatifs qu'on a créés, c'est justement l'intérêt de séparer ça, parce qu'autrement, les eaux de pluie hyper abondantes arriveraient dans la station d'épuration des eaux usées, et c'est comme c'est arrivé avant, et ça ferait déborder tout le système. Alors là, on rejette des eaux usées dans le paysage. Donc, c'est ce qu'on appelle un système, je dirais, intensif, c'est-à-dire qu'on concentre les eaux pour les ramener en un point. De l'autre côté, on a un système extensif, c'est-à-dire qu'on va créer une pente pour aller là, et chaque mètre de voirie minérale va être associé à un espace végétal qui va lui-même recevoir de l'eau dans cette partie-là, dans cette noue. Et dans cette noue, on va retrouver toutes les qualités que j'ai présentées précédemment, c'est-à-dire un sol vivant, des végétaux de toutes sortes, des végétaux adaptés à ce truc-là, des arbres, etc. Donc on va à la fois aussi réduire... alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que aussi, j'ai oublié de dire un truc, pardon. Dans le système d'avant, dès qu'il y a une toute petite pluie, il y a de l'eau dans le réseau. Dans les systèmes qu'on voit à droite avec l'anneau, en fait, toutes les pluies moyennes, les petites pluies, les crachats, etc., n'iront même pas dans le réseau. Elles vont être directement absorbées dans l'espace vert. Les pluies moyennes aussi, quelquefois, ça déborde. Alors, quand il y a des grosses pluies, des pluies d'orage, effectivement, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne comme un réseau. C'est pour ça qu'on doit dimensionner ces noues, malgré tout, comme un réseau, c'est-à-dire qu'on fait la section d'une noue équivalente à la section d'un tuyau. On fait ça pour les cas extrêmes. Mais autrement, la plupart du temps, ça, on n'en a pas besoin. Et ce qu'il faut dire, et ce que j'ai constaté dans de nombreux exemples, c'est que ça marche de mieux en mieux avec les années, que les végétaux s'enracinent, que les arbres ont grandi. Il y a de plus en plus d'absorption qui se fait et de moins en moins d'eau qui sort de là. Alors ça, c'est un exemple de noue, c'est à Belleville, Saint-Jean-d'Ardière. Alors cette noue, elle a été refaite en fonction en plus de l'étude d'impact. C'est là aussi, il faut toujours la connaissance du terrain. L'étude d'impact qui avait été faite avec montré qu'il y avait un petit fossé agricole. Vous savez, ce tout petit fossé de 20 cm de large pour drainer une pâture humide. On s'est dit, bah, si l'eau coule là, on va garder ce système-là. Par contre, au lieu de faire une petite noue de 20 cm, on a fait une noue qui doit faire 3 ou 4 mètres de large. Les eaux de la voirie vont directement, vous voyez qu'il n'y a pas de bordure dedans. Elle a été plantée d'arbres, et dans ce que vous voyez d'ailleurs, il y a à la fois des plantations qui ont été réalisées par le paysagiste et à la fois des plantations spontanées. Parce qu'en remettant, en reconnectant en fait ça à la nature,
il y a tout un tas de plantes qui viennent spontanément, des menthes, etc. Et donc toute une microflore, une microfaune aussi qui va avec. C'est-à-dire qu'on augmente toute la biodiversité, on participe à ça. Cette voirie-là aussi, moi je la trouve belle, mais donc ça apporte de la beauté, ça apporte aussi de la fraîcheur en été, et ça résout le problème. Là, c'est un quartier sur lequel on n'a pas de tuyaux, en fait, on n'a pas de tuyaux du tout. Qu'est-ce que j'ai mis ça? Voilà, les atouts de l'anneau, mais j'ai déjà tout dit, hein, c'est pour. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est l'oxygénation aussi, ça c'est intéressant. C'est comme l'eau coule en surface avec les herbes, les cailloux, etc. Elle se mélange à l'atmosphère et il y a beaucoup de bactéries dans l'eau elle-même qui dépolluent déjà l'eau. Ce qui se passe dans les rivières de montagne, alors, on sait très bien que on a fait des essais, on voit quand il y a des vaches qui pâturent dans une rivière, quelques centaines de mètres après, en aval de la rivière, les pollutions, par exemple, des excréments de vaches ont disparu, ils ont été mangés par les bactéries. Donc, c'est les vraies petites stations d'épuration, nous. Alors, évidemment, les défauts, c'est que ça prend de l'espace, c'est-à-dire que ça prend de l'espace alors qu'un tuyau, il est en dessous. C'est un entretien, et ce qui fait que pour beaucoup de communes, de communautés, d'organisations, c'est un changement de modèle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le service assainissement, le service espace vert. Là, on pense autrement. J'ai vécu ça à la communauté urbaine de Lille, à des moments où on avait tout un tas de problèmes de se faire, de se comprendre entre le service assainissement et le service espace vert. Et un jour, ils ont appelé ça, ils ont changé, ils ont fait une refonte des services, ça s'est appelé le service de l'écologie urbaine. C'est-à-dire, c'était un truc beaucoup plus inclusif qui fait que tous ces trucs-là participent ensemble et on ne peut plus voir les choses séparément. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'assainissement et de l'espace vert. Et voilà. Et ça, dans les mentalités, ça arrive à certains endroits, à d'autres endroits, c'est un peu plus difficile. On n'est pas toujours, l'écoute n'est pas toujours là. Alors que ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on peut convaincre les gens, c'est les emmener visiter avec les élus à un truc qui existe depuis 20 ans. Comme le quartier de Bois-Guillaume, je vous ai montré, je crois qu'il a plus de 30 ans maintenant d'âge. À chaque fois qu'on peut emmener quelqu'un là-bas, il voit comment ça fonctionne, il peut parler aux gestionnaires et on voit à quelle fois les atouts, les qualités que ça a pu apporter. Alors, je continue. Alors, il y a les nouilles, il y a aussi les bassins. Parce que les bassins, j'ai pas mis de photo, mais combien on a fait de bassins techniques en béton ou d'une grosse bâche noire, ou les gens qui vous vendent des citernes en béton ou des éléments en caisson de plastique en dessous et tout, qui coûtent des milliers d'euros, alors qu'on peut très bien faire un espace public ouvert. Ça, c'est un quartier qui a été fait à Villeneuve-d'Ascq. L'urbaniste est François Gretter, l'architecte c'est Catherine Furet. Et ça, c'est une place qui a été créée, qui est un espace vert en pente. Et donc, la partie basse, elle peut se remplir d'eau plus ou moins, et elle sert à gérer l'ensemble des eaux pluviales. Alors, c'est à la fois un espace utilisable par les gens, c'est beau, et ça fait office, ça fait respirer le quartier, et ça fonctionne aussi très bien pour gérer les eaux. Ça, c'est un exemple de bassin sec. Ah, ça, c'est à Saint-Apollinaire, à côté de Dijon. Et d'ailleurs, les plantations qui sont au fond, là, par contre, celles-là, elles sont spontanées. Elles sont venues toutes seules. Elles sont venues toutes seules dans la partie qui reste humide. Et voilà. Alors ça, c'est une photo de tout le début. Vous voyez, les arbres sont tout jeunes. Maintenant, ça a complètement changé. Et ça, c'est un quartier quand même de 40 hectares aussi. Et cet espace-là, qui est aménagé comme un bassin avec des formes très douces, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir tout le temps, parce que tout compte fait, il y a peut-être que quelques jours dans l'année où tout ça va être rempli d'eau, hein, pendant quelques heures. Autrement, c'est un espace de promenade, de jeu. Et voilà. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est retrouver aussi un contact avec la nature. Alors ça, c'est moi qui ai pris cette photo-là. J'ai emmené des promoteurs pour lesquels c'était vraiment quelque chose enfin, qui n'était pas du tout pas favorables à cette technique-là. Et en fait, ils ont trouvé du plaisir. Ils se sont retrouvés un peu comme des gamins. Et quand ils sont passés sur le gué, ils ont vu une grenouille. Après, ils ont vu une couleuvre dans un coin. Et d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous savez, comme les gamins qui ont joué avec des mares dans son enfance, on rigolait bien dans une mare, ramasser des œufs de grenouille, etc. Et tout. Je pense qu'en mettant en valeur comme ça, on change quelque chose dans l'approche humaine, enfin, dans notre rapport à la nature. Pour la petite anecdote, cet espace-là, à un moment, il y a eu un problème sur l'assainissement, l'assainissement des eaux usées. Il y a eu un réseau qui s'est cassé et on a eu pendant quelques heures un déversement donc des eaux de toutes les toilettes du quartier. C'est un quartier de 36 hectares, un petit peu combien de maisons, qui est venu dans cette roselière. Et ben après, ça a été réparé.
c'est incroyable. On a pu voir l'efficacité de la réparation, de l'absorption de ces matières fécales et par les végétaux qui sont là. En une semaine, presque tout avait disparu, plus d'odeur, plus rien. C'est-à-dire que c'est... Parce que là, on a une vraie station d'épuration. Vous voyez, on a un mélange de massettes, de phragmites, d'arbres, etc. Le seul problème qu'on ait dans ce genre de truc-là, c'est que anticiper la gestion de l'eau et quelquefois la gestion d'une mare, c'est qu'il y a des arbres qui s'y implantent dedans et il y a un changement du paysage. Et il peut y avoir beaucoup de saules, là derrière il y en avait déjà. C'est-à-dire que c'est une gestion d'espace vert. C'est une gestion d'espace vert et selon ce qu'on veut avoir, un espace ouvert, une roselière ou quelque chose de plus propre, parce qu'il y a des gens que ça fait peur, ces espèces on sent qu'on a quelquefois à la fois comme de l'enthousiasme par rapport quelquefois à ça, et on a aussi des réactions de ah, si quelqu'un tombe là-dedans, ou qu'est-ce que c'est, ou cette espèce de peur du marécage. Vous voyez, donc quelquefois on a des résistances psychologiques à ce genre d'installation quand il faut composer. Alors, pour se rappeler simplement que tout ça, c'est un global. C'est un petit schéma qui dit d'abord tenir compte de la topographie, c'est-à-dire l'eau coule toujours au même endroit puisqu'elle suit la gravité, l'eau coule à un endroit. Et quand on détourne une rivière, le jour où il y a une crue, elle revient dans son lit initial. C'est ce qui est arrivé à Valence, là, exactement. L'eau est revenue dans son truc. Donc ça, par exemple, c'est de dire, on va utiliser... Je ne sais pas si vous voyez la flèche quand je fais les trucs ou pas. On ne voit pas. Donc on voit le courant d'eau principal. J'ai mis un exemple de bâtiment, c'est presque une reprise, le petit bâtiment qui lui-même gère son eau pluviale sur sa parcelle, mais qui a un rejet, qui a un rejet limité après dans le réseau des nous qui vont alimenter l'espèce de grande coulée verte principale, dans lequel on peut avoir des petits bassins de rétention. Et pour finir, on a un peu le bassin de rétention final qui, lui, est dimensionné pour justement réguler les débits en cas de problème de grande crue et une restitution au milieu naturel après, avec des eaux quand même d'une qualité suffisante. Donc tout au long de son parcours, et quand on conçoit un truc avec de l'eau, il faut presque se mettre dans la tête d'une goutte d'eau et la suivre du moment où elle touche le toiture, où elle touche le sol, où elle va, et la rendre visible. En fait, dès qu'on la cache, dès qu'elle rentre dans les tuyaux, dès qu'on rentre dans le truc, on s'en occupe plus, et c'est de l'eau sale. Combien sur des systèmes, on l'a vu, en ville, on rebranche le sanibroyeur SFA sur le tuyau d'arrosage, ou on détourne ces trucs-là. Quand on voit l'eau, qui est une valeur, qui est une ressource, pour moi, c'est la mettre en scène, la mettre en valeur et pouvoir suivre son parcours et pouvoir suivre sa qualité du début à la fin. De quand elle touche le sol, quand elle revoit dans nos rivières pour les maintenir. Et après, par le cycle qu'on a vu tout à l'heure, elle reviendra un autre jour, elle reviendra des années après en pluie. Et voilà pour maintenir ce cycle. C'est ce que j'ai la fin, en fait. Pour finir, je suis dans les temps. Pour finir, voilà, l'idée, c'est que on peut vraiment à la fois améliorer énormément les impacts de l'eau, préserver la ressource, l'utiliser pour faire des choses intéressantes qualitativement dans nos villes, pour améliorer le climat et pour améliorer aussi le confort de vie en ville. C'est-à-dire que on a une évolution dans le monde entier, de plus en plus d'habitants habitent en ville, alors qu'il y a 2 siècles, le monde rural était dominant. On va vers des villes énormes, hein, il y a des mégalopoles partout. Et pour rendre aussi ces villes, là où on habite, il faut aussi les rendre plus vivables, plus agréables, plus confortables. Et ça passe aussi par un changement d'aménagement. C'est-à-dire de considérer, parce que souvent on se dit j'habite en ville dans un camp pourri, puis le week-end, pourvu que je puisse m'en aller dans la campagne. En fait, l'idée, c'est de pouvoir ramener pas la campagne en ville, c'est une absurdité, mais de dire comment on peut utiliser ces éléments naturels qui sont là pour à la fois le confort climatique, la beauté, la biodiversité en ville, et en même temps avoir un rôle technique sur une meilleure gestion de l'eau dans la ville, cette gestion de l'eau qui va nous impacter directement à la fois pour notre santé future et la santé des générations futures. Merci beaucoup, Didier, pour cette riche revue de solutions concrètes et de nous avoir rappelé aussi de penser comme une goutte d'eau pour la mise en œuvre de cette infiltration des eaux pluviales à la parcelle, avec aussi la nécessité de changer notre regard. L'eau n'est pas un déchet, mais une ressource, et ce sont des solutions qui apportent, comme tu l'as très justement démontré, beauté et fraîcheur aussi. On a plusieurs questions qui sont posées dans le chat qu'on va te livrer. Déjà, une première question qui amène aussi d'autres remarques qui ont été faites dans le chat, c'est
Dans les quartiers où les réseaux sont ouverts, est-ce que les habitants, la population les respectent? Est-ce qu'on n'observe pas de pollution de surface comme avec le dépôt de mégots, d'emballage? Ou plutôt comment on peut gérer cette pollution qui semble inévitable? Et à ça, on peut rapprocher d'autres remarques qui ont été faites sur les incivilités qui sont souvent liées à la méconnaissance du fonctionnement de ces milieux. Le comportement de base est toujours de se débarrasser au plus vite de ce qui est devenu un déchet. Les seuls moyens de lutte sont la conscience, par l'information, la pédagogie, l'expérience et aussi la sanction. Et une autre remarque d'une personne qui nous donne un exemple d'outil de communication parlant, simple, qui rappelle que tout est lié, par exemple, comme les messages qu'on trouve sur les bouches d'égout. Ici commence la mer, ne rien jeter. Au niveau des bouches d'évacuation. Et il me semble que Dijon était l'une des premières villes à les mettre en Ouais, place. je trouve ça vachement bien. Ben, tout ce qui vient d'être dit là, et tout est vrai. Comme, alors, je sais pas comment dire. Bon. Je trouve, je suis peut-être un peu trop optimiste, que le beau est respecté. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, il y a toujours des comportements un peu bizarres. Alors, ceci dit, dans les réseaux d'égouts, j'ai une photo que j'ai pas là, mais tous les trucs vont dans l'égout, les papiers, ils y vont, les mégots, tout ça pareil. Et on le voit plus, donc on est tranquille. L'intérêt au moins, c'est que là, ça se voit. Ça se voit et qu'on peut tout de suite réagir et faire quelque chose. Je veux dire que c'est criant. Quand c'est caché, je veux dire qu'on en met 10 fois plus. Alors évidemment, ça peut être un peu moins agréable, mais en tout cas, de ce que je constate des projets auxquels j'ai participé, j'ai pu voir, on a très peu de problèmes de ce type-là. Oh, par contre, il faut l'expliquer. Et ça, vous avez bien raison. On a eu notamment, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai fait un premier projet à Corba, où on avait fait une grande noue qui était là. Et en plus, avec le service technique de la ville, on avait décidé de faire un entretien limité, c'est-à-dire que vous avez 2 fauches annuelles, etc. Et tout. Et il y avait une partie en plus de l'autre côté et tout. Et là, on a eu des protestations. Je paye mes impôts comme les autres. Pourquoi moi, devant chez moi, j'ai des grandes herbes et les autres, c'est tondu. Il va y avoir des rats, des serpents, des machins. Nos enfants, ils vont tomber dans le truc. Enfin, et à un moment, parce qu'en fait, la plupart des gens qui venaient à habiter dans ce quartier où il y avait des petits immeubles et des maisons individuelles, en fait, ils n'avaient eu pas ce rapport. Ils avaient vécu peut-être en appartement en pleine ville. Et avec la mairie, on a décidé de faire une réunion. On a fait une réunion avec tous les nouveaux arrivants du quartier, les anciens. Et on a expliqué pourquoi on faisait ça. Et d'un seul coup, alors au début, il y avait beaucoup d'hostilité, hein, je me suis fait un peu agresser. Et puis, à la fin de cette réunion, où on l'explique comme je vous l'expliquais aujourd'hui, d'un seul coup, il y a des gens qui disent hey, qu'est-ce que je peux mettre dans mon jardin et qu'est-ce que je vais faire là. Simplement, ça avait complètement. On a la situation, quand on expliquait les bienfaits, etc. et tout, voilà, ça fonctionne. Alors, par contre, il y a toujours des récalcitrants, des gens qui s'en fichent. Hein, je veux dire que ça arrive, ça arrivera tout le temps. Là, au moins c'est visible, on peut ramasser assez facilement, alors que quand ça part dans un réseau, que ça bouche les réseaux et que ça va dans les stations d'épuration ou que ça se balade partout dans les rivières, c'est beaucoup plus difficile à ramasser. Y compris d'ailleurs les pollutions accidentelles. Que j'ai fait des nœuds dans des zones d'activité et on me disait, eh ben, s'il y a par exemple une pollution accidentelle, un camion qui se renverse avec un produit, eh ben, je veux dire qu'avec une pelle, d'un seul coup, on fait un barrage de chaque côté avec la terre, alors tandis que quand ça va dans le tuyau, pouf, c'est parti et ça va directement, ça suit tout son cours. C'est-à-dire aussi, on veut faire ça. C'est aussi, c'est assez intéressant à gérer pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, là, mais... Ouais. J'en profite pour La rebondir. sensibilisation, alors la sensibilisation, je pense que des petits panneaux, ce qu'on fait pas trop en France, mais j'ai vu, à part ces panneaux sur ça va à la mer, à la rivière, mais dans les bassins, ça serait vachement bien de l'expliquer pourquoi on fait. J'ai vu à l'étranger, alors à Singapour, curieusement, parce que c'est une ville qui n'a pas d'eau potable, parce que c'est une île. Et donc, eux, ils sont complètement dépendants à l'eau potable et ils ont mis au point tout ce système-là pour se garantir un approvisionnement autochtone en eau potable. Donc, ils sont particulièrement sensibles à ça.
Et sur chaque parking, sur chaque espace vert, il y a un petit panneau qui vous explique le cycle de l'eau avec la filtration, un peu ce que je vous ai montré avec les bactéries, etc. Et tout. Voilà, on explique Rain Garden, à quoi ça sert, pourquoi ça sert. Il peut y avoir des crues, et on le comprend comme ça. Donc c'est sûr qu'on peut pas le livrer, on peut pas le livrer comme ça, parce que quelquefois, ces solutions-là ont l'impression d'être une régression par rapport au progrès du tuyau. On a essayé de faire, on a été consulté quelquefois des projets, nous, à l'étranger, je ne dirais pas quel pays, sur un plan d'urbanisme, on a amené ces solutions-là, et les gens ont dit, mais attendez, vous nous prenez pour des sauvages, quoi, hein. On n'est pas des barbares, nous, on veut des tuyaux comme dans la ville moderne. Franchement, ils avaient l'impression qu'on les méprisait en leur proposant des techniques un peu issues du fossé rural, hein, on va bien le dire. Et ça, il faut comprendre aussi ça, que ce qu'on te fait, c'est une modernité de faire un truc assez simple. Alors, globalement, c'est plutôt moins cher à faire. Et j'ai eu l'occasion, alors moi j'ai pas mal travaillé pendant des années avec un promoteur, il faisait pas ça pour rien. Non seulement on arrivait à alléger les coûts par rapport aux tuyaux, parce que ça coûte beaucoup plus cher les tuyaux. On a un aspect très positif parce que ça change complètement le paysage. Et j'ai oublié de dire un truc, qu'est-ce que je me suis perdu en route, excusez-moi. Ouais, on est quand même plutôt moins cher ou à coût équivalent. Avec nos bureaux, on a travaillé avec justement Christian Charignon. Je ne sais pas s'il intervient aussi dans votre. Il intervient. Oui, il interviendra On aussi, intervient oui. on a fait ensemble un grand projet à l'île de la Réunion où le maître d'ouvrage, nous ayant entendu l'un et l'autre au cours d'une formation, a dit mais ça m'intéresse. Il avait démarré un quartier pour 4000 logements sur une centaine d'hectares. Et par contre, c'était déjà parti, il y avait déjà des tuyaux, il y avait déjà un plan routier, etc. Donc, il nous a demandé est-ce qu'on peut transformer et adapter le site. Et moi, j'ai un budget, est-ce que je vais rester dans ce budget-là? Parce que quand on fait un bilan de ZAC d'un quartier, voilà, on ne peut pas le changer d'un seul coup. Et en fait, on a fait ensemble la démonstration qu'on n'était pas plus cher, même si on a eu des surcoûts parce qu'il fallait reconnecter, enfin, ou déconnecter des éléments traditionnels à ça, on arrivait au même coût. Alors là, on n'était pas moins cher, on arrivait au même coût, mais avec une qualité complètement différente et avec une gestion complètement différente, et arrêter de mettre des tuyaux, des tuyaux de 1000, des tuyaux de 1500, qui font super plaisir à certains ingénieurs qui ont l'impression d'avoir réussi un coup parce qu'on a mis un énorme tuyau. Nous, on est content quand on en met le moins possible. Si on a réussi à mettre les plus petits tuyaux ou à supprimer, on se dit non, c'est là qu'on a bien fait. Et la sanction aussi a été très bonne parce que même il y avait un quartier agricole en dessous. On a régulé les arrivées des pluies. Et là, par contre, à la Réunion, on a déjà eu du 900 mm, plus que 900 mm en une journée, hein, c'est-à-dire que d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait quelque chose. Je sais plus. Hélène a une autre question. Vas-y. Oui, alors peut-être aussi, on peut faire peut-être aussi le lien avec les climats tropicaux en Vigie, mais sur la question des moustiques. Oui. Certains disent que les nous engendrent une prolifération des moustiques, notamment les moustiques tigres, un faux ou un tox. Et on aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler lors du prochain webinaire sur la biodiversité avec Marc Parra la semaine prochaine. Je te laisse la parole, Didier. Alors, des moustiques, c'est certain que quand on fait des milieux humides. Alors, à La Réunion, par exemple, pour faire ce truc-là, où là, ils étaient, eux, touchés par la dengue et le chikungunya, on a comme consigne, l'eau ne doit pas rester dans les bassins. Elle doit rester que quelques heures maximum. Donc, tout le calcul est fait en fonction de ça. Alors, les moustiques, il n'y a que s'il y a de l'eau permanente. C'est un choix. Par contre, s'il y a de l'eau permanente, il faut la rendre suffisamment dimensionnée, avec suffisamment de profondeur, pour qu'il y ait les prédateurs du moustique, des poissons et des grenouilles. Il n'y a que ça qui marche. Alors après, on a un autre problème, on a les champs d'amour des grenouilles au printemps. Mais j'ai eu ça à Belleville-sur-Saône, c'est-à-dire que les gens disent, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, on a un milieu qui a fonctionné vachement bien, c'est super vivant, mais il y a une collection de grenouilles, de rainettes, là, mais c'est vrai que ça fait un boucan. Mais alors, elles bouffent du moustique, voilà. Donc, il peut y en avoir, mais les moustiques, en plus, ça veut dire que, ou les insectes, c'est eux qui nourrissent les oiseaux, enfin, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire, soit on veut, c'est un certain nombre d'inconvénients, soit on veut vivre dans un monde aseptisé et mourir avec,
soit on cohabite avec le vivant dans toutes ses formes, et ce vivant, tout compte fait, il nous profite en fin de compte. C'est-à-dire que tout aseptiser, tout passer tuer les moustiques, etc. Alors, voilà, donc j'ai pas de solution spéciale, sauf plus le milieu est vivant et équilibré, plus on va retrouver un équilibre entre toutes les espèces, toutes les microfaunes, grosses faunes et petites faunes. Il faut reconstituer une chaîne de prédation complète, équilibrée. C'est le déséquilibre qui entraîne les problèmes. Et justement, par rapport au nous, sur la temporalité, temps de développement, des moustiques vs, durée d'infiltration dans une noue, en fait, en réalité, par rapport au temps nécessaire, du développement des larves, le temps d'infiltration est plus rapide. Ah oui, l'anneau, c'est un tuyau. Donc, normalement, elle se vide, quoi. Je veux dire qu'après la pluie, elle se vide, elle va dans le bassin. Elle va dans le bassin. Ça se Alors, pose pas forcément pour les noux. non, non. Et on a l'info sur, ce temps de développement ou, Le temps de développement de quoi? des, Des larves, moustiques? de moustiques? Ah, alors, je sais qu'à La Réunion, ils ne voulaient pas qu'on ait plus de 4-5 heures. Mais par contre, ce qu'ils disaient, c'est qu'un un bouchon de bouteille oublié permet à des larves de moustiques de se développer. Donc, à un moment, le creux des plantes, les larves de moustiques, elles se font dans des espaces minuscules quelquefois d'eau. Donc, l'idée, c'est que si on veut diminuer, c'est que, les noues soient sèches à la fin d'une pluie, et même s'il y a une petite rétention, et que les bassins, par exemple, se vident. Là, on nous avait donné, je crois, 4-5 heures, un truc comme ça. En dessous de 4-5 heures, on n'avait plus. De souvenirs, hein. Il faudrait que je. Donc, ouais, C'est on pas une reposera la information question scientifique très à précise, Barbara celle-là, mais aussi, je me rappelle de ça. OK. Après, on avait une remarque sur est-ce que toi, tu vois un lien direct entre la multiplication des systèmes technologiques et la mauvaise gestion de l'eau? Est-ce que le fait du coup, d'invisibiliser cette eau, est-ce que ça... Ah ben, enfin, je sais pas, les systèmes technologiques, ils l'invisibilisent pas forcément. Au contraire, quand on voit les architectes comme par exemple Philippe Madec, lui, il fait marcher maintenant, on voit son circuit de l'eau partout. Les architectes comme Glenn Murcutt, l'Australien, ou même Le Corbusier avec les gargouilles, etc. et tout, c'est-à-dire qu'ils mettent l'eau en scène. Et c'est un changement. On s'est habitué, notamment dans l'immeuble collectif, à supprimer toute gouttière. C'est-à-dire que on fait un toit terrasse, au milieu du toit, on fait une colonne humide qui descend avec un tuyau qui arrive dans les caves, dans les sous-sols. Et de là, après, on sort avec un tuyau en dessous qui part, comme il est déjà très profond, il est déjà à moins 1 mètre de profondeur, il n'y a pas d'autre solution que de le mettre dans le réseau. Il faut redessiner les gouttières. Je n'ai pas mis ce chapitre-là, mais un tas d'architectes font ça. Enfin, j'ai travaillé avec Roland Simounet pour un musée, toute son eau va à l'extérieur. Madec, lui, c'est un cas. Euh, Au 19e siècle, veut dire qu'on mettait en scène le dauphin, la gouttière, on en faisait, tandis que nous, c'était un truc, faut dire, c'était moche, hein, l'espèce de vieille gouttière en plastique avec 3 attaches. Et je pense que les architectes ils doivent se réattacher à dessiner le chemin de l'eau, à mettre une gouttière ou à la faire une gouttière, et surtout plus les mettre à l'intérieur, mais les mettre à l'extérieur. J'ai eu ce cas-là dans des écoquartiers où on a un système de nous et un archi qui m'a appelé au chantier, il me dit ça va pas votre truc, on peut pas se raccorder au réseau. J'ai dit je vais voir. Effectivement, lui son tuyau, il arrive à moins 1,50 m et Manou, elle est à moins 20 cm. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pensé, ils ont pensé traditionnel. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que personne n'y a pensé, parce que ces plans-là, ils sont faits par personne, ni par l'archi, ni par le VRD, etc. En fait, souvent, il y a un tuyau qui arrive, on dit bon, on va le mettre là, crac, on le branche. Ça veut dire que quand on est, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut penser goutte d'eau, il faut penser à son circuit de début à la fin pour qu'elle arrive au bon niveau, à la bonne place. Et il y a de plus en plus d'archis qui font ça bien maintenant, parce qu'on est obligé dans les écoquartiers, si vous ne faites pas le truc par l'extérieur, ça ne marche plus, quoi. En parlant d'éco-quartier, est-ce que tu peux juste repréciser le nom du quartier dont tu parlais à La Réunion? À La Réunion, alors ça a fait l'objet d'un livre qui est au Moniteur ou chez Erol, je sais pas, qui s'appelle La ville tropicale durable. C'est Dominique Gauzin-Muller qui a écrit ça. Dominique Gauzin-Muller, La ville tropicale durable. Je ne sais plus l'éditeur, je ne sais plus si c'est Erol ou le Moniteur, je ne me rappelle plus.
Il me semble que c'est Hérole, mais bon. Oui, par contre, l'écoquartier, il s'appelle Beau Séjour. Il s'appelle Beau Séjour et c'est à Sainte-Marie. Voilà. L'autre qui est intéressant que je vous montrer, c'est le Euratechnologie à Lille, à Lomme, les Lille. Il y a aussi Bautières-Chênay. Celui que je vous ai montré, les exemples anciens, c'est un quartier qui est à Bois-Guillaume, mais à Bois-Guillaume en Normandie. Alors j'ai mis pas mal de références, il y en a d'autres encore après, oui. Alors, celui qui est en anglais, là, si vous voulez revenez un peu, voilà. Celui qui est en anglais, il est vraiment vachement bien. On peut le télécharger facilement. C'est un ouvrage de deux régions et en même temps, il y a l'association avec les associations de protection des animaux. C'est plein de solutions techniques marrantes. C'est très didactique, très bien expliqué. Mais il y en a deux. Maintenant, il y en a beaucoup hein, qui sont sortis. Merci Didier. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question Il y avait la question sur les argiles gonflantes sur qui les peut être intéressant. retrait-gonflement des argiles? Ah, les argiles gonflantes. Ben oui. Bah, s'il y a une argile gonflante, je ne construis pas dessus. Je sais pas comment dire. Non. Vous voyez, on a pris des habitudes idiotes. C'est comme, puis-je bâtir une maison dans une zone inondable? Puis-je construire une maison sur des argiles gonflantes? Puis-je construire dans un couloir d'avalanche? Eh ben non. Je veux dire, j'ai pas d'autre réponse que ça. Comment, vous voyez, quand on voit, c'est l'exemple de la Vésubie, là, où le village ancien, lui, il est resté entièrement, il est resté sur son roc, parce que lui, ils avaient l'habitude de milliers d'années des crues, et tout ce qui était construit ailleurs a été emporté par les flots, parce qu'il est construit dans le lit majeur. Alors, il y a lit majeur et lit mineur, parce que toute rivière a son lit mineur, qui est son petit lit actuel, et un moment, son lit majeur, c'est son lit en cas d'événement pluvial exceptionnel, et qui peut être extrêmement large. C'est souvent une donnée qu'on oublie. Alors, c'est malheureux sur les argiles gonflantes, mais En fait, là, la question était plus liée, comme on augmente la capacité d'infiltration et les volumes d'eau qu'on va réinsérer dans le sol, est-ce que ça peut justement ne pas générer de désordre si on a des argiles en dessous qui ah ont une oui, capacité de bon, gonflement importante? oui, oui, d'accord. Alors, ça, je ne sais pas trop, parce que les argiles sont quand même imperméables. Euh, je pense qu'il faudrait faire attention à ne pas infiltrer trop près de la maison quand même, mais bon. Par contre, quelquefois, justement, ce qui arrive, c'est l'inverse, c'est que la maison s'est mise sur l'argile et on l'a fait sécher. Et du coup, elle se rétracte. Euh, Bah, c'est ce que j'allais ajouter. Pour moi, le problème, il se situe plus dans le retrait que dans le gonflement. exactement, ouais, Hmm. ouais, ouais. Parce que justement, là où on a eu les gros désordres, notamment dans le sud de Bourgogne, c'était lors des périodes de canicule où Ouais. justement les argiles se sont resserrées. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Alors, je suis pas assez compétent sur ce sujet pour donner des avis vraiment très autorisés. Donc, je n'en dirai pas plus parce que je veux pas, c'est pas mes compétences, c'est plutôt la géotechnique en détail. Ah, merci, merci à vous toutes et tous pour votre participation active à ce premier webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions proposés par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives. Donc, ce fut un premier webinaire qui a posé les bases de cette ressource naturelle qu'est l'eau, donc un enjeu vital, on l'a bien compris, et de prise de conscience aussi que la nature travaille avec le vivant et nous offre bien des solutions. L'interconnexion avec le vivant et ce qui nous entoure est fondamentale dans une approche écosystémique aussi. D'où l'importance, comme tu le rappelais aussi Didier, de la prise en compte par exemple des bassins versants comme avec la loi sur l'eau. Merci Didier de nous avoir partagé ton expertise et ces retours d'expérience inspirants sur la gestion de cette ressource qui, en association avec le végétal, contribue aussi au confort thermique des territoires. Ça, on l'a entreaperçu ensemble également. Et encourage à changer de modèle pour plus de transversalité, aussi dans les modes de faire et d'entretenir les ouvrages, et de changer de regard par rapport à la nature. Et aussi, ce que tu as amené, ce qui est important, c'est que par les aménagements qu'amène l'eau, elle est aussi porteuse de mieux vivre, de beauté, de poésie, de plaisir, dans les espaces de vie et de rencontre pour les habitants. Rendre visible l'eau pour mieux la considérer.